Salut amis chimpanzés, moi c'est Tristan et aujourd'hui on va causer du foie gras. Dans cette vidéo, nous allons faire le tour de tout ce qu'implique sa production, et j'en profiterai pour confronter les opinions des pro-gavage et des anti-gavage. D'un côté, nous avons une partie de la population qui affirme que le gavage n'est que la reproduction d'un processus parfaitement naturel chez l'oiseau et totalement indolore, tandis que de l'autre, on affirme qu'au contraire, le gavage est une pratique barbare, causant énormément de souffrance. Histoire que ce soit plus facile à suivre, je vais te présenter l'affaire de façon chronologique, c'est-à-dire de la naissance du caneton jusqu'au produit fini. Et comme les canards représentent 97% de la production française, je me concentrerai sur eux, même si jamais les oies subissent un sort tout à fait similaire. Petit spoiler, mais j'ai pris le parti de montrer des images de gavage, car il est absolument impossible de se faire une idée d'une pratique si jamais tu ne peux pas voir en quoi elle consiste. Mais j'ai également pris le parti de montrer, chaque fois que c'était possible, des extraits issus de vidéos tournées en caméra visible. En fait, je n'utiliserai de caméra cachée que lorsqu'il m'aura été impossible de faire autrement, parce que oui, étonnamment, il y a certaines pratiques de la filière foie gras qui sont très compliquées à trouver en images. Le directeur refuse que nous filmions à l'intérieur de la pièce. De ce broyeur, nous n'aurons que cette image. Raison évoquée, ne pas heurter les consciences. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il demande ça, parce que après tout, vu que les plantes souffrent aussi, broyer les canetons, c'est un peu comme se faire un smoothie, non? Alors le gavage, pratique barbare ou tradition respectable? On voit ça ensemble juste après le générique. J'ai pu remarquer que les sites pro foie gras mettaient régulièrement en avant l'aspect traditionnel et familial de cette pratique. Le côté paysan, c'est vendeur et ça rassure. Mais j'ai aussi remarqué qu'il y avait pas mal d'étapes qui n'étaient tout simplement jamais mentionnées, ou alors vite fait, du bout des lèvres, placé en sandwich entre deux références au terroir. Tout commence avant même la naissance du caneton avec les sélectionneurs, dont le rôle, aussi surprenant que cela puisse paraître, est de sélectionner les espèces en fonction de leurs caractéristiques. Le but du jeu étant d'augmenter la productivité via une meilleure prise de poids, par exemple. C'est grâce à cette sélection que l'on se retrouve avec des canards dont on invoque les instincts migrateurs pour justifier leur gloutonnerie et donc leur gavage, alors même qu'il s'agit d'animaux stériles, ne sachant pas voler et n'ayant absolument aucun instinct migratoire. Bien sûr, cette sélection va impliquer des choses sympathiques comme l'insémination artificielle. Mais ça, on va éviter d'en parler parce que artificiel, ça sonne pas très naturel, c'est pas très vendeur. Quand on pense à la naissance des canetons, on imagine souvent quelque chose comme ça. C'est sympa, c'est mignon, mais ça ne se passe pas du tout, mais alors pas du tout comme ça. Les oiseaux sélectionnés seront mis en production par les accouveurs, des gens qui bossent dans de grands hangars dans lesquels on aligne les œufs par millions dans des couvoirs artificiels. Et une fois que les canetons sont nés, arrive une étape qui met très mal à l'aise le directeur du lycée agricole récemment épinglé par L214. La mise à mort des canettes. Quelle que soit la méthode d'euthanasie, c'est une phase qui est douloureuse, peu glorieuse, et qui est très mal comprise du grand public. Tu m'étonnes que c'est pas glorieux et que c'est pas très bien compris par le grand public, puisque la filière foie gras met un point d'honneur à ne jamais en parler et à ne surtout pas en montrer d'image. Les canetons femelles font des foie gras plus petits et plus innervés, et donc par conséquent moins rentables. C'est pourquoi on préfère les supprimer. Certaines canettes auront la chance d'être envoyées en filière viande, mais la plupart finiront gazées ou broyées vivantes. Ou alors, comme dans cet établissement de formation ayant reçu la médaille d'or 2019, on les laissera agoniser dans des bacs en plastique. Pour ce qui est des mâles, ce n'est pas le super kiff non plus. Ils ont systématiquement le bout du bec brûlé afin de limiter les agressions entre eux dans les étapes qui vont suivre. C'est une phase peu glorieuse. Quel que soit le type d'élevage, les éleveurs de canards gras vont acheter les petits à des accouveurs. C'est beaucoup plus commode, car les accouveurs vont produire les canetons à la chaîne, du coup le prix de revient à l'unité est beaucoup plus intéressant que de les élever soi-même. En plus, ça épargne le fait d'avoir besoin d'un local et de matériel spécifique, ça permet aussi de se consacrer à 100% à l'élevage. Maintenant, voyons un peu comment sont traités ces canards. En France, les canards et les oies sont 100% élevés en plein air. Les canetons arrivent dans l'élevage le jour de leur naissance, et ils sont encore tout duveteux et très sensibles au froid et aux maladies. C'est pourquoi la première partie de leur vie se passe entièrement dans un hangar comme celui-ci. Ils y passeront au maximum 42 jours avec une moyenne d'1 mois. Un peu moins si jamais le temps est particulièrement clément, et un peu plus si jamais il fait un froid de canard et que leurs plumes n'ont pas encore poussé. On a obligation dans notre cahier d'échange de leur mettre à disposition des surfaces importantes. Oui, bien sûr. Il y a un dixième du bâtiment qui est occupé, quoi. Ouais, un dixième. L'éleveur a fait remarquer que les canetons ont beaucoup d'espace et qu'un dixième seulement du bâtiment est utilisé. J'aurais moi aussi une remarque à faire. Ça grandit ces bêtes-là! Bah oui, là ils viennent d'arriver, ils sont encore tout petits, mais ils vont prendre du poids très rapidement, et bientôt, les repas collectifs vont ressembler à ça. En label rouge, l'espace minimum est de 7,5 canards par mètre carré sur litière et de 8 sur caillebotis, ce qui nous fait environ 4 feuilles de papier A4 par canard. Tu vas me dire que c'est beaucoup mieux que beaucoup d'autres oiseaux. Et c'est vrai,
c'est beaucoup moins pire. Mais ce n'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que cela justifie de le faire quand même. Non, parce qu'avec ce genre de raisonnement, c'est pas grave si jamais ton patron te fait faire des heures supplémentaires à l'œil. Après tout, il y a pire ailleurs. Les canards seront abattus à l'âge de 102 jours après en avoir passé 12 en gavage. On peut donc constater que les canards ne passent pas 100% de leur temps à l'extérieur, mais plutôt entre 50 et 60%. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, à quoi est-ce qu'il ressemble cet extérieur ? Si tu regardes sur les sites dédiés au foie gras, tu peux voir des canards et des oies dans des espaces pleins de verdure. Ces photos sont des mises en scène, elles sont prises dans des élevages modèles avec une très faible densité de canards au mètre carré, ou alors elles sont prises au début de la phase de croissance, quand il y a encore de l'herbe. Mais la réalité des élevages, c'est plus un truc comme ça. Presque tous les terrains d'élevage finissent dans cet état, surtout pendant le rush des fêtes. Et c'est bien connu des aviculteurs qui essaient de trouver des solutions parce que ça nuit à leur image. Mais perso, moi en voyant ça, j'ai surtout envie de demander, mais elles sont où les étendues d'eau ? Les oies et les canards ont les pattes palmées, ils sont littéralement foutus pour être sur l'eau la majeure partie du temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont tendance à s'agglutiner autour des abreuvoirs, seule solution à leur disposition pour pouvoir mettre la tête sous l'eau et mouiller leurs plumes, ce qui fait partie de leurs besoins physiologiques de base. Es-tu sûr que cette eau est très hygiénique ? C'est une étape qui durera en moyenne 3 mois avant l'envoi chez le gaveur. C'est déjà la deuxième fois que les canards se font travailler en camion, et cette fois, c'est pour aller à cette étape particulièrement controversée qu'est le gavage. On va en venir à la pratique et aux images. Il y en aura de très difficiles à regarder, mais dis-toi que si jamais c'est difficile pour toi, ça l'est infiniment plus pour les 30 millions de canards à qui ça arrive chaque année. Et je ne te dis pas ça pour te faire culpabiliser, mais relativiser. Les pros foie gras vont nous montrer des images de gavage traditionnelles dans un contexte de démonstration. Ce n'est pas représentatif de la réalité, car ces images sont toujours tournées en début de gavage, et comme il y a des gens qui regardent, bien sûr, le gaveur ou la gaveuse va prendre son temps, va manipuler les oiseaux aussi doucement que possible, etc. Arrêtez de vous laisser manipuler par des gens qui sont contre tout, qui vont reprendre des images d'élevage interdits en France aujourd'hui. J'ai comme un doute, donc du coup je te propose qu'on aille faire un tour du côté des chiffres officiels. En 2000, seuls 12% des gavages se faisaient en parc collectif, 1% se faisait en cage collective, et 87% en épinette. Tu vas peut-être me dire que ça a évolué depuis, et ce ne serait pas totalement faux, car le gavage en épinette a été interdit définitivement en 2016. Sauf que pas si vite, parce que des millions d'euros ont été débloqués par l'État pour permettre aux gaveurs de remettre à jour leurs installations de façon à ce qu'elles soient conformes aux directives européennes. Les gaveurs ne sont absolument pas passés au parc collectif, mais aux cages collectives, dans lesquelles les oiseaux sont entassés par 3 et ont à peu près la surface de 2 feuilles à 4. La réalité, c'est plus un truc comme ça. Je pense qu'on n'a pas à rougir de ces images. Elles montrent plutôt une gestuelle qui est douce avec les animaux. Voilà, donc ça ne me choque pas. Donc aujourd'hui, nous sommes exactement dans les mêmes proportions avec 87% de cages collectives. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi faire du gavage principalement en cage et pas en parc ? Les canards sont en fait bien plus stressés par notre présence qui leur est étrangère que par l'éleveur qui les gave. C'est l'un des arguments pro-gavage les plus récurrents et un des plus malhonnêtes. Apparemment, les oiseaux n'auraient aucune aversion pour le gaveur et au contraire, sa présence les apaiserait. Mais très bien, faisons comme si jamais c'était vrai. Et dans ce cas, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique cette phrase. C'est assez physique, le gavage. C'est physique ? Surtout le gavage traditionnel. Ouais, j'ai gavé pendant 25 ans, j'arrive même plus à attraper les canards. Et c'est des animaux fermiers qui ont un peu la niaque, quoi. Donc, du coup, ils sont un peu difficiles à attraper. Pourquoi est-ce que le gaveur ne peut plus attraper de canards après 25 ans d'activité ? Et déjà, pourquoi avait-il besoin de les attraper ? C'est vrai ça, pourquoi est-ce que tous les gaveurs doivent immobiliser leurs animaux, leur attraper la tête et effectuer une pression sur le bec pour que le canard ouvre la bouche ? Enfin, je sais pas, mais si les canards n'ont pas d'aversion pour le gaveur ni pour le gavage, ils devraient se laisser faire, ou encore mieux, ils devraient en redemander. Le principal avantage de ce type de logement réside dans le fait que les manipulations, identification, repositionnement de l'animal, capture, insertion de leur-buc, liées à la pratique de l'acte de gavage, sont facilitées, l'animal ne pouvant pas s'échapper, se retourner ou être confondu. Bel aveu. Pourquoi faudrait-il capturer l'animal ? Pourquoi faudrait-il l'empêcher de s'échapper s'il n'a pas d'aversion pour le gaveur ? La vérité, c'est que le gavage en parc collectif est bien plus fastidieux et long qu'en cage, car il suffit de regarder les vidéos pour se rendre compte que les canards sont terrifiés par le gaveur et le fuient autant que faire se peut. Tous les canards, systématiquement, se mettent aussi loin que possible de leur tourmenteur et vont essayer d'éviter sa main, de s'enfuir, de lutter et de s'éloigner aussi vite que possible.
C'est particulièrement visible dans cette vidéo. Il est dit que les canards ont peur des inconnus, alors que si tu regardes la configuration de la cage, les canards se trouvent aussi loin que possible du gaveur et de l'inconnu. Mais s'ils étaient rassurés par le gaveur et effrayés par l'inconnu, ils pourraient rester au milieu de la cage, ce qui leur permettrait d'être près du gaveur et loin de l'inconnu. Honnêtement, ça me tue d'avoir à expliquer ça. Parce que même si jamais il y a des études qui le prouvent, est-ce qu'on en avait vraiment besoin ? Enfin, je veux dire, il suffit juste de regarder comment se comportent les canards pour se rendre compte qu'ils sont pas du tout en train de kiffer. On peut effectivement considérer ça comme une torture, parce que c'est un engraissement qui est forcé. Je leur demande pas leur avis, c'est clair. Maintenant, voilà, on n'est pas obligé d'aimer et de manger du foie gras, quoi. A ton avis, que se passe-t-il lorsque l'on enfonce 2 à 3 fois par jour un tube en métal dans la gorge d'un canard? Mais comme si je remplis trop, la peau du coup c'est gris. S'il ne gère plus comme celui-là, voilà, il a dû avoir. Ça c'est la langue, il a bien eu. L'acte de gavage va être la cause de nombreuses blessures et donc de nombreuses morts, surtout vu leur rythme industriel. Des études ont montré l'absence de douleur et de stress liés au gavage. Parce qu'il ne suffit pas de balancer une étude pour soutenir sa position, il faut aussi qu'elle soit valide, cette étude. Et là, en l'occurrence, on est au niveau 0 de la rigueur scientifique. Oh non, c'est une notion qui n'existe pas, le niveau 0. Eh bien écoute, allons vérifier. L'étude sur laquelle se base le veto de 2004 a été réalisée par 3 chercheurs de l'INRA et est en partie financée par le CIFOG, le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. Déjà là, ça pue grave, on est en plein conflit d'intérêts et il n'est plus à prouver que lorsque cela arrive, l'étude a tendance à pencher du côté des financeurs. Ces éléments ne sont pas suffisants pour rejeter l'étude, loin de là, ce serait beaucoup trop facile. Mais cela veut quand même dire qu'il va falloir qu'on fasse très attention avec ces résultats. Maintenant, jetons un œil à l'étude à laquelle elle répond, le rapport du comité scientifique sur la santé et le bien-être animal. Cette étude a été réalisée par un groupe de 12 experts européens issus de 8 pays différents. Donc on a un chercheur par pays, sauf pour le Royaume-Uni qui en a 2 et la France qui en a 3. Les chercheurs français sont tous affiliés à l'INRA et t'en as même un qui est le chargé de chaire. On ne peut donc pas dire que la France n'est pas représentée dans cette affaire. Leur conclusion est radicalement différente de celle de l'étude de l'INRA. Le comité scientifique sur la santé et le bien-être animal conclut que le gavage tel qu'il est pratiqué aujourd'hui se fait au détriment du bien-être des oiseaux. Pour les départager, on va reprendre l'un des arguments phares de l'étude de l'INRA et voir un petit peu ce qu'il vaut. Il y a des expériences qui ont été faites, on ne trouve pas de témoins, de neurotransmetteurs de la souffrance, et les souffrances à long terme de stress cortisol non plus. Je ne suis pas scientifique, mais moi j'en vois un d'élément visible qui indique que le gavage est une nuisance pour les animaux. Leur taux de mortalité. En label rouge, il est de 1,7% pendant l'élevage et de 2,2% pendant le gavage. Et dans les exploitations standards, c'est 2,3 et 2,6%. Tu vas peut-être me dire que la différence n'est pas énorme. Sauf que si elle l'est, parce qu'il y a une petite donnée super importante à prendre en compte, la durée de chaque étape. L'élevage dure 90 jours en moyenne, le gavage 12. En seulement 12 jours, tu te retrouves avec un taux de mortalité presque 10 fois supérieur à celui de l'élevage. Je sais pas pour toi, mais pour moi ça me paraît être une donnée scientifiquement recevable sur laquelle les chercheurs de l'INRA, bizarrement, ont décidé de faire l'impasse. Et je ne suis pas le seul à le dire, voici ce qu'en pense Robert Tenzer, chercheur retraité de l'INRA et ayant participé à l'étude de 98. Il s'agit de pseudosciences et de recherches d'opportunités conduites par des chercheurs élevés dans le moule de la production animale. Il existe un indicateur de bien-être animal fort lisible que ses collègues négligent curieusement, celui de la mortalité. Des études ont montré l'absence de douleur et de stress liés au gavage. Études qui ne valent pas un radis et qui sont comparables à celles qu'a commandité l'industrie du tabac en son temps. Maintenant, il existe un niveau 0. Les pro-gavage te diront que non, vu que le foie d'un canard peut réduire de taille après gavage. Donc la conclusion de ces chercheurs, c'est que la stéatose hépatique n'est pas pathologique, car réversible. C'est exactement comme dire qu'une maladie n'en est une que si elle est incurable. En somme, un cancer du sein n'est une maladie que si tu en meurs. Did your brain work? Actually, do you have a functioning head? Un foie pourrait atteindre une taille énorme si vraiment on y allait à fond, mais là éventuellement on pourrait rentrer dans des phénomènes de ce qu'on pourrait appeler de surgavage, des choses comme ça, ce qui n'est pas le but. Ce n'est pas par souci des oiseaux que le gavage est proscrit, c'est surtout parce que le taux de mortalité est trop fort. Chaque jour de gavage supplémentaire augmente le taux de mortalité de façon exponentielle. Le canard ne devient pas malade. C'est un processus de stockage énergétique naturel chez eux. Alors oui, certains oiseaux ont tout à fait la capacité de stocker des graisses dans les tissus adipeux, mais également dans le foie. Mais entre un oiseau qui va avoir son foie qui va passer de 80 à 650 grammes en 12 jours et un autre qui va s'engraisser naturellement pour sa migration, il y a un gouffre assez conséquent. Leurs autres organes sont comprimés par leur foie,
Leur corps n'est tout simplement pas capable de prendre en charge une prise de masse aussi rapide. Leurs muscles et leurs os ne se sont pas adaptés. Les pros foie gras peuvent dire ce qu'ils veulent, mais un animal en liberté ne s'infligerait jamais pareil traitement. Et c'est d'ailleurs un producteur de foie naturellement gras qui va m'en apporter la preuve. Cet homme produit un foie gras sans gavage. Bon, en fait, techniquement parlant, non, il ne produit pas de foie gras, car la réglementation sur la question est stricte, et un foie gras provient nécessairement d'un animal qui a été gavé. Pour en revenir à cet homme, il est celui dont la pratique est la plus proche du comportement naturel des oiseaux migrateurs, car il va accoupler ses oies domestiques avec des oies sauvages, qui auront par conséquent un instinct migrateur, à contrario des canards mulards, qui eux n'en ont jamais eu. Puis il va exploiter la gloutonnerie de ces oiseaux pour engraisser leur foie. Et il y a plusieurs choses intéressantes à propos de cette pratique. Pour obtenir un foie gras cru, Eduardo met près d'1 an, quand un éleveur gaveur l'obtient en quelques semaines. Là, nous avons un foie naturel. Comme on peut voir, c'est un foie un peu plus petit. La différence entre un foie industriel et un foie naturel, c'est surtout la taille. Normalement, un foie industriel est beaucoup plus gros que le foie naturel. Son foie gras, Eduardo le vend 180 € les 180 grammes. Voilà, tout est dit. Tu vas avoir un animal qui va être incité à manger en lui mettant à disposition de grandes quantités de nourriture et qui mettra près d'1 an pour obtenir un foie plus petit qu'un foie gras gavé. Bon, il y aura encore beaucoup d'autres arguments malhonnêtes à débunker, mais comme j'ai envie d'avancer dans la vidéo, je vais te mettre des liens en description si jamais tu veux aller plus loin. Une fois que les canards ont été gavés bon gré, mal gré, on les met dans des bacs en plastique qu'on charge dans des camions avant de les envoyer à l'abattoir. L'animal sera électrocuté. Les cas d'oiseaux se réveillant lors de la saignée ne sont pas rares, et on les transformera en foie gras et en aiguillettes. Maintenant qu'on a fait le tour de toutes les étapes et que j'ai répondu à la plupart des arguments pro-gavage, j'aimerais mettre en lumière certains détails dont ils ne parlent jamais. Derrière les champs de maïs qui alimentent nos animaux, qu'on retrouve dans la composition de notre alimentation. Comme le dit cet éleveur, les canards sont gavés au maïs. D'ailleurs, parfois, pour que ça passe mieux, on va mettre de la graisse de canard dedans. Ça, c'est de la graisse de canard. Ouais. D'accord. C'est pour faire passer le maïs, pour pas couper le... D'accord. Au final, ça nous fait 780 000 tonnes d'aliments pour oiseaux pour une production de 99 290 tonnes de viande de canard, foie gras compris. Ce qui veut dire qu'il nous faut 8 kg de végétaux pour 1 kg de viande. Pour produire du foie gras, on réquisitionne des milliers et des milliers d'hectares de maïs et de blé et on parle d'une quantité colossale de pesticides répandus sur les cultures. Plus le pétrole pour les tracteurs et les moissonneuses. La morale, c'est que ce n'est pas parce que c'est local que c'est sain pour les animaux ou pour l'environnement. Ce produit est une véritable catastrophe écologique. Et si ça c'est hallucinant, attends de voir la suite. On arrive maintenant à ma partie préférée, les subventions. Tu te souviens tout à l'heure quand je t'ai parlé des millions d'euros qui ont été lâchés par l'État pour permettre aux gaveurs et aux gaveuses de renouveler leur matériel? Et bien entre 2011 et 2013, c'était une enveloppe de 10 millions d'euros qui y a été consacrée, avec les bons sentiments du ministre de l'Agriculture qui continue par ailleurs son action en faveur de la filière. Et ce n'est pas tout, car l'État verse plus de 300 000 € par an au CIFOG pour lui permettre d'améliorer ses campagnes de communication auprès des autres pays. Et oui, nos impôts servent à financer les campagnes de publicité pour le foie gras. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tu te souviens de la crise de la grippe aviaire? Ça a carrément mis du plomb dans l'aile de la filière. Regarde un petit peu sur les périodes concernées. Du coup, pour pas que l'industrie se pète complètement la gueule, l'État leur a versé 190 millions d'euros en subventions. Plutôt que de porter à bout de bras une filière qui ne tient pas debout toute seule, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'investir cet argent dans des campagnes de reconversion? Alors pourquoi est-ce qu'on investit autant d'argent là-dedans? Tout ça, c'est pour des raisons économiques. La filière foie gras, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est également une pratique qui fait la fierté de la France, même si j'avoue que j'ai jamais trop compris pourquoi. Donc il s'agit de protéger notre patrimoine qu'il serait peut-être pertinent de remettre à jour. Bon, maintenant que nous avons vu ça et que nous savons comment ça se passe dans la filière foie gras, il est temps de se poser une question importante. Pourquoi est-ce qu'on mange du foie gras? C'est ça, inspecteur. C'est ça la bonne question. Est-ce pour la santé? Clairement non, c'est pas un aliment santé, il est mangé de façon beaucoup trop occasionnelle. Même le CIFOG n'ose pas sortir cette carte. Est-ce par tradition? Un peu plus déjà. Je suis sûr que beaucoup de gens n'envisagent pas un Noël sans foie gras. Mais est-ce qu'il est vraiment pertinent de perpétuer une tradition juste parce que c'en est une? Connais-tu les galgos? Une race de chiens élevés en Espagne. Chaque année, des compétitions de chasse ont lieu et chaque année, les chiens n'ayant pas été suffisamment performants se feront torturer par leur maître pour leur permettre d'évacuer leur frustration. Ces chiens seront pendus de façon à ce que leurs pattes arrière
touchent encore le sol. Ils peuvent mettre des heures, voire des jours à mourir selon la façon dont la corde est attachée. Ils peuvent aussi subir des coups, des amputations, des énucléations, des abandons, on peut aussi les affamer et tout un tas d'autres formes de torture. Et ceci est parfaitement traditionnel et donc parfaitement légal en Espagne. Ce n'est pas parce qu'une tradition est ancestrale qu'elle est éthique, loin s'en faut. L'argument de la tradition n'est donc pas suffisant pour justifier la production du foie gras. Mais en général, si jamais tu ramènes un bloc de foie gras, la tradition n'est qu'une excuse. Ce qui motive réellement, c'est son goût. Quand on mange du foie gras, c'est surtout par plaisir. Et la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que le plaisir seul justifie de faire quelque chose? Est-ce que je vais écouter ma musique à fond à 3 h du matin au détriment du sommeil des voisins parce que ça me fait plaisir? Est-ce que je vais m'allumer une cigarette au restaurant et en fumer toute la salle parce que ça me fait plaisir? Est-ce que je vais parier sur des combats de chiens parce que ça me fait plaisir? Et enfin, est-ce que parce que ça me fait plaisir, je peux asservir des oiseaux, les priver de leur liberté, les torturer avant de les tuer pour manger une partie de leur corps que j'ai rendu malade au préalable? Nous avons pu le voir à travers tous les exemples que j'ai donnés dans cette vidéo, mais le foie gras est issu d'une pratique extrêmement cruelle et parfaitement inutile. Et même si le foie gras était produit sans gavage, cela resterait un problème, car cela consiste quand même à asservir des oiseaux, à les priver de leur liberté avant de les tuer, alors que leur seule faute aura été d'être d'une espèce différente de la nôtre. Les oiseaux, comme tous les autres animaux, ont un cerveau et un système nerveux. Ils ressentent la douleur, mais également la peur. Ils ont des besoins physiologiques de base, comme pouvoir avoir des interactions avec leurs congénères, se déplacer librement, ne pas être tués. Si jamais on cessait de produire du foie gras demain, cela ne changerait strictement rien à la santé de la population française, qui, j'en suis sûr, trouverait des moyens beaucoup plus éthiques de se faire plaisir. La production de foie gras implique la naissance et la mort de plus de 40 millions de canards par an. De plus, des espaces naturels ont été détruits et sont exploités pour cette production. En fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrête d'exploiter des milliers d'hectares pour faire naître de façon artificielle une seule espèce de canard avant de les torturer et de les tuer, et qu'on rende cet habitat à la nature sauvage de façon à ce que les animaux puissent revenir et qu'on restaure la biodiversité. Je terminerai là-dessus. Les pro-gavages vantent le foie gras comme étant un produit de savoir-vivre. Mais le savoir-vivre ne devrait-il pas aussi prendre en compte le laisser-vivre ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris des choses et que dorénavant tu mettras d'autres choses sur tes tartines. Si cette vidéo t'a plu, fais-la tourner au maximum, balance-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like et un commentaire pour augmenter le référencement et surtout, partage-la à toutes les personnes qui défendent encore le foie gras. Sur ce, moi je vais retourner à mon écriture. D'ici la prochaine vidéo, je te souhaite bon courage dans ta tentative de rendre ce monde meilleur et je te dis à la prochaine. Allez, tchuss!